Bonjour, et donc nous reprenons cet après-midi et je commencerai par cette première présentation sur l'impact des échanges mondiaux sur notre sécurité alimentaire. Et pour cela, je vais tout à fait m'inscrire dans la lignée de la présentation d'Hendrik Orvoll ce matin en étudiant une crise alimentaire, celle du milieu du 19e siècle, donc 1845-48, qui est dans un cette crise m'a paru captivante à plus d'un titre, d'abord parce qu'elle montre les aspects positifs et négatifs des échanges mondiaux, elle accentue la circulation des maladies, mais elle offre aussi les possibilités d'approvisionnement compensatoire. Et c'est ce qui donc sera traité dans les deux premiers points. Je vous montrerai aussi la diversité des situations régionales qui nous permet de nous interroger sur l'impact des pénuries sur les crises sociales et politiques. Et la question, évidemment, c'est que dans cette crise de 1845-48, l'Irlande a perdu 1/10 de sa population, alors que d'autres pays n'ont guère souffert de la pénurie. Alors, nous verrons en conclusion si cette crise alimentaire a joué un rôle dans le déclenchement des mouvements révolutionnaires. Pour illustrer ça, je vous avais mis les mangeurs de pommes de terre de Van Gogh. Alors, commençons par la diffusion de cette maladie. En 1843, les plants de pommes de terre dans le nord-est des États-Unis sont atteints d'une nouvelle maladie que vous voyez ici sur l'écran. Les plants de pommes de terre se flétrissent. Les tubercules sont atteints aussi. Alors, il paraît qu'on peut les manger dans un premier temps, mais très rapidement, ils se pourrissent et évidemment sont inconsommables. Or, la récolte devait durer toute l'année pour les stocks pour les paysans qui y mangeaient. Alors, cette maladie se développe à travers le monde très rapidement, enfin du moins à travers l'Europe, parce qu'en 1843, les Américains ont pensé que ça venait des hauts plateaux du Mexique ou même des zones originaires de la culture de la pomme de terre, qui sont les hauts plateaux andins. Quoi qu'il en soit, en 1845, une cargaison arrive en Europe et voilà, je voulais essayer de vous montrer, mais enfin ça se voit ici sur la carte. Donc en 1845, on voit la maladie dans la région de Courtrai. Et puis très vite, ça c'était en juin, très vite on la constate aux Pays-Bas, vers le nord et le nord-est de la France et vers la côte anglaise. Au mois d'août, elle atteint l'Allemagne de l'Ouest, le sud du Danemark, et elle progresse dans toute l'Angleterre et même la côte irlandaise. Et à la mi-septembre, eh bien, toute l'Irlande est touchée, les Highlands d'Écosse, la Prusse orientale et même le sud de la Norvège et de la Suède. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Évidemment, tout de suite, les sociétés d'agriculture s'en préoccupent et notre société s'en est préoccupée et en septembre 1945, elle a constaté qu'il s'agissait d'une végétation cryptogamique parasite qui s'est emparée d'une partie des tissus vivants de la pomme de terre. Il faudra attendre 1883 pour que le Phytophthora infectans soit identifié et que son origine soit comprise. Et ce n'est qu'en 1887 qu'on proposera une méthode de désinfection et de traitement par le cuivre. Alors, les conséquences immédiates de sont très importantes puisqu'il y a une chute de 30% en moyenne de la production. Et en 1846, ça ne s'améliore pas du tout parce que comme le rendement a diminué, les surfaces plantées en pommes de terre ne sont plus rentables et on manque de semences. Donc il y a une forte diminution des surfaces en pommes de terre, ce qui est très ennuyeux du point de vue de la sécurité alimentaire parce que depuis 1816 et cette année sans soleil,
qui était due aux grandes poussières émises par le volcan du Tambora, eh bien, on avait essayé de développer la pomme de terre pour s'assurer d'une sécurité alimentaire en cas de mauvaise récolte du blé. Donc vous voyez sur ce tableau d'abord l'inégalité des surfaces cultivées en pommes de terre et surtout de la consommation de pommes de terre par habitant et par an, qui est entre 1 livre et 1 kilo en gros dans la plupart des régions, et puis les régions qui en consomment énormément, plus d'1 kilo par jour et par habitant, sont la Prusse, les Highlands et l'Irlande. Et vous voyez que les chutes de rendement sont spectaculaires, hein, et que ça continue l'année suivante. Et alors, évidemment, le plus grave, c'est l'Irlande. Et la crise qui semble surmontée à la fin de l'année 46, enfin, non pas surmontée, mais on essaie de faire avec, mais la crise éclate en 1846. Vous le voyez à droite. Là, cette année-là, eh bien, il y a eu un printemps très pluvieux avec des inondations, et ensuite l'été a été très sec et très chaud. Ça a flétri les céréales. Et donc les récoltes de blé et de seigle sont très déficitaires, environ 20% sur l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest, mais vous voyez qu'il y a aussi des régions où ça monte à 50% pour la Belgique et les Pays-Bas. Alors évidemment, les prix vont considérablement augmenter. Mais comme je voulais vous montrer l'inégalité régionale, un focus là sur la consommation de pommes de terre et sa production. Vous voyez à gauche la carte, c'était en période avant la période de crise, puisqu'il s'agit de la statistique de la France de 1836, qui vous montre les régions où on produit beaucoup de pommes de terre. À gauche, c'est la Bretagne, et la Bretagne n'est pas atteinte cette année-là. Mais c'est le nord et le nord-est qui sont les gros producteurs, avec aussi le massif central. En revanche, il y a des régions où on n'en mange pas. La Normandie, c'est bien connu, hein, ils réservaient la pomme de terre aux cochons, et la région d'Île-de-France, parce que les gens sont suffisamment riches pour manger des céréales, ce qui doit être le cas aussi de la Normandie. En revanche, tout le Midi ne s'intéresse pas à la pomme de terre parce que c'est trop sec et on n'en cultive pas. Et le sud-ouest préfère le maïs, la bouillie de maïs. Et donc, vous voyez que les prix sont un peu coordonnés à cela, mais que justement dans le Midi, où c'est très cher, parce qu'on n'en produit pas, on n'en demande pas, donc en fait c'est une denrée exotique un peu fictive. Voilà. Alors, nous sommes donc dans une situation très grave qui est due à cette circulation, à cette augmentation des échanges qui nous a amené cette maladie. Mais en même temps, ces progrès du commerce, eh bien, ils peuvent éviter la famine. Et la politique gouvernementale a été partout de réguler le commerce. Avant 1845, les lois dans tous les pays d'Europe occidentale visaient à limiter les importations lorsque les cours baissaient. Évidemment, c'était pour protéger les gros producteurs, pour qu'ils ne souffrent pas des prix bas. C'est ce qui existait en France avec la moyenne mobile, et c'était les Corn Laws qui avaient été votés en 1816 au Royaume-Uni. Alors cette politique du premier 19e siècle était très attaquée, objet de grandes discussions, et en particulier au Royaume-Uni, où les débats étaient très tendus autour de cette idée d'indépendance alimentaire. Mettre des droits de douane élevés sur les importations de céréales protégeait la production locale, hein, donc la sécurité. En revanche, les partisans du libre-échange, qui réclament une liberté de commerce accrue, ils voulaient, disent-ils, par les prix bas, favoriser les ouvriers et les industriels. Et c'est dans ce contexte des inondations du printemps 46 que les Corn Laws ont été abolis en juin 46. Alors,
les Français et les Belges se sont montrés beaucoup plus pragmatiques, n'ont pas fait de loi, mais ils ont essayé d'assurer l'approvisionnement de leur pays. Dès septembre 1945, les ventes de céréales ont été interdites et ils ont procédé très tôt à des achats de blé en Russie. À ce moment-là, les disponibilités étaient abondantes, les prix encore assez bas, et donc les céréales ont été acheminées en cargo en Méditerranée. Ils sont arrivés par le port de Marseille. Pour vous donner une idée de l'importance de ces achats, la France avait importé en 1845 pour 16 millions de francs. En 1846, elle a dépensé 123 millions et en 1847, 210 millions. Donc des achats massifs. Alors qui est-ce qui paie tout cela? Eh bien c'est d'abord l'État. L'État et puis les collectivités, en particulier les municipalités qui tiennent à approvisionner leur population pour avoir le calme et puis aussi pour les nourrir. Donc les collectivités ont joué un rôle très important. Et puis à côté de cela, il y a bien sûr les dons privés. Alors ça peut être des associations ou bien des mécènes individuels. Par exemple, au Danemark, les commerçants ont joué un rôle important. Et au Danemark, il a été interdit d'utiliser la pomme de terre pour la distillerie, ce qui était important aussi en Prusse. Les riches notables ont pu aussi distribuer des vivres directement et ils pourraient aussi accepter les reports de paiement de loyer, ils pourraient créer des emplois temporaires, ça se faisait beaucoup à l'époque, les ateliers, les chantiers, en particulier pour les routes, pour améliorer les routes. Alors, est-ce que ceci se traduit dans les courbes de natalité-mortalité? C'est assez difficile à apprécier ces réalités démographiques. Le tableau que je vous montre là donne une estimation, mais il ne peut être analysé qu'en tenant compte à la fois des mortalités, d'une part, des mariages et des naissances, d'autre part. Ces derniers sont souvent différés en période de crise. Et je vous donne à titre d'exemple cette courbe de la Prusse. Vous voyez, d'abord, ça nous remet très bien la courbe des prix dans le contexte général du XIXe siècle. Vous avez en bas la courbe des prix et à gauche, c'est justement cette crise de 1816 où il y a eu là une disette générale et impossibilité d'acheter ailleurs puisque tous les pays avaient été affectés par cet assombrissement du ciel et cette absence de soleil. Donc là, nous avons une deuxième crise et vous voyez que la crise, les prix augmentent encore plus en 1946 et la mortalité, qui est la deuxième courbe, la mortalité intervient quelques mois plus tard, à partir du moment où les gens meurent de faim. Et la natalité aussi, il y a une rupture dans la courbe, il n'y a plus de conception, elles sont différées. Et je profite de cette courbe pour vous montrer qu'en 1855, eh bien, vous aurez des prix encore plus élevés. Or, on n'en parle guère de cette crise de 1855, tout simplement parce que eh bien, le commerce international s'est considérablement amélioré et qu'on n'aura plus de famine. Je reviens donc à cette évolution comparative des différents pays et vous voyez que vous avez à gauche 1840-45, donc ce qui est la norme depuis le début du siècle, une augmentation d'environ 1% de la population de chaque pays, sauf la France qui a une démographie déjà plus faible, et l'Irlande aussi par sa pauvreté. Mais finalement, dans les années de disette, eh bien, vous voyez qu'il y a c'est toujours à peu près équivalent à une faible croissance. Les seuls qui soient vraiment déficitaires, eh bien, c'est l'Irlande qui a
qui a une terrible mortalité parce que c'est une vraie famine. Et puis, vous notez aussi le moins 0,2 aux Pays-Bas, tout simplement parce qu'il y a eu en 1847-48 une épidémie de malaria dans les provinces côtières des Pays-Bas. Et vous repérez aussi la France, donc ce qui jouait aussi pour la Belgique, et puis vous repérez aussi en 1849 le déficit en France, qui n'est pas dû à l'insécurité alimentaire, mais qui est dû au regain de choléra. Donc vous voyez combien c'est difficile à interpréter. Mais ce que l'on peut en retenir globalement, c'est que, sauf en Irlande, eh bien, la population ne connaît pas de baisse, nette. Alors, pourquoi certaines régions n'ont pas subi avec la même intensité cette famine? Eh bien, parce que penchons-nous 2 secondes sur les 3 régions où la place de la pomme de terre est prépondérante. Chez les pauvres, chez les plus pauvres. Les 3 régions sont l'Irlande tout entière, les Highlands d'Écosse et la Prusse orientale, qui est la Haute-Silésie. En fait, la différence de mortalité s'explique non pas par l'approvisionnement, par les récoltes essentiellement, mais par les structures économiques et sociales et la politique adoptée. On note déjà qu'en Irlande et en Prusse, les grands propriétaires avaient fait une céréaliculture tournée vers l'exportation. Et ils exportaient aussi la viande. Et tout ça s'était exploité par une population très pauvre au bénéfice de grands propriétaires. Et ça a continué pendant la famine. Alors, dans le cas de l'Irlande, justement, les grands propriétaires irlandais envoyaient les céréales et les bovins à Londres, en Angleterre, et ça a été très grave parce que les paysans, eux, n'avaient que les pommes de terre, et justement, ils ne pouvaient plus en manger, donc ils n'avaient rien d'autre. Le pays était très rural, il n'avait aucun développement industriel. Les secours des landlords irlandais ont été limités. Alors on dit que c'est par ignorance ou par indifférence. Ignorance dans le sens ils n'ont pas pris conscience de la gravité de la chose. Et puis les libéraux anglais se sont dit, ils ont même écrit que c'était une opportunité pour changer le système de culture, parce que avoir quand même autant de terres consacrées à la petite culture de la pomme de terre, ça n'était pas rentable, on aurait pu faire mieux. Les difficultés ont été beaucoup plus faibles ailleurs parce qu'il y a eu la charité. La charité qui était difficile à cause des hauts prix, mais par exemple dans les Highlands d'Écosse, les landlords, et c'était l'église officielle, l'église de Free Church of Scotland, cette église a organisé des secours. Et en plus, les Highlands, c'est une région quand même très délimitée, les gens pouvaient descendre vers les Lowlands, qui était une région industrielle, et ils pouvaient travailler et pouvoir obtenir de la nourriture. Alors, en guise de conclusion, je m'interrogerai sur les liens entre crise alimentaire et révolution. Il est sûr que, sur le moment, il y a des révoltes qui ne sont pas des révolutions. Je vous ai mis là l'exemple de la France qui est intéressant parce que vous avez les zones de surplus sur la carte de gauche et les zones d'émeutes à droite. Il y a 2 types d'émeutes. D'une part sur les marchés, c'est ce que vous trouvez par exemple dans le Nord et en Artois, et à l'Est. Et puis, surtout, vous avez les révoltes pour empêcher les convois de passer. Si vous regardez la carte de gauche, vous voyez que ce sont les régions de l'Ouest qui sont pourvoyeuses de la région parisienne, qui est forcément en grand déficit, et que justement, c'est aux limites des régions de l'Ouest, aux alentours de la Manche, la Mayenne, la Sarthe et l'Indre-et-Loire, quand les convois de blé partent vers Paris et que les gens qui ont une récolte mauvaise se disent « oh là là, on va mourir de faim », ben, ils arrêtent les convois. Bon, voilà, ça c'est un premier aspect. Mais maintenant, en ce qui concerne la révolution,
Marx a dit que la cause première de la révolution de 1948, c'était la crise. Et cette idée a été réactivée par Labrousse, et les historiens se sont beaucoup intéressés à cela en montrant que la révolution de 1789 et celle de 1848 étaient dues à ces émeutes. En réalité, je me suis amusée à reprendre les écrits de tous les contemporains. Alors pour les hommes politiques, c'est quand même intéressant de dire c'est pas de ma faute, c'était pas ma politique, c'était le mauvais temps et les maladies qui ont causé cette famine. Eh bien non, aucun d'eux n'attribue la cause de la révolution à cette crise alimentaire, il l'attribue au mouvement des idées, à la diffusion de l'idée d'aspiration à la liberté, au libéralisme économique. Et puis, n'oublions pas que c'était aussi l'époque de l'élection du pape Pie IX, qui à l'époque était très libéral et qui soutenait l'idée de fraternité contre les fortes inégalités sociales. Alors en conclusion, j'ai voulu vous montrer que la maladie de la pomme de terre était tout à fait nouvelle, inconnue, d'où l'effroi, et sa culture, qui avait été encouragée pour assurer la sécurité alimentaire, a subi un coup d'arrêt pour au moins une décennie. Le développement du commerce a fait circuler cette maladie, il a aussi permis d'atténuer les pénuries, et excepté le cas de la famine d'Irlande, qui met au grand jour la gravité de la situation économique et sociale de l'île, la crise n'a que modérément affecté les courbes démographiques. Elle a marqué la fin des disettes en Europe occidentale et les mauvaises récoltes suivantes ont été effacées par les capacités croissantes du commerce. Donc les règles du commerce international, à partir de ce moment-là, sont devenues des objets de débat brûlants et cela continue. Alors pour avancer encore un peu dans cette idée du commerce international, je vais passer tout de suite la parole à Dominique Lasserre, qui va nous parler d'un autre aspect de ce commerce mondial, celui avec les colonies, au moment où Albert Sarraut s'en préoccupe et fait un rapport. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je remercie l'Académie d'agriculture de m'avoir invité à faire une présentation, et en particulier Monsieur Del Porto, avec qui j'ai été en rapport dans le cadre de la Cité du développement durable et du Jardin d'agronomie tropicale de Paris. Alors, Monsieur Del Porto m'a demandé de proposer un sujet dans le cadre de la mondialisation des échanges et sécurité alimentaire. Et j'ai proposé de faire un exposé sur le développement des productions alimentaires dans les colonies à travers le projet de Albert Sarraut. Alors, pourquoi les colonies? Parce que donc nous, à la Bibliothèque historique du CIRAD, nous avons un patrimoine documentaire sur les recherches et les travaux en agronomie coloniale et tropicale pendant précisément la période coloniale, donc de la fin du 19e siècle aux années 1960. Et pourquoi le projet Albert Sarraut? Parce que c'est un projet qui a été assez important et qui s'inscrit dans les années 1920. On va voir pourquoi. Il n'a pas été adopté, mais il a quand même inspiré un certain nombre d'actions. Et en tout cas, il permet de faire une lecture de l'évolution des productions alimentaires dans les colonies. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle la mise en valeur des colonies françaises? C'est un projet à la fois économique et politique. C'est une expression qui est utilisée, la mise en valeur des colonies françaises, dans deux supports qu'on va présenter un petit peu plus tard. En tout cas, au départ, c'est une expression et qu'on a utilisée après dans un langage relativement courant. Nous nous situons donc avant le lancement de cette fameuse mise en valeur des colonies françaises à la toute fin de la Première Guerre mondiale. L'armistice n'est pas encore signé, mais en mai 1918, il y a un grand congrès qui se tient, un congrès d'agriculture coloniale qui se tient à Paris
dont les actes sont édités en 4 tomes, c'est dire si c'était important. Et vous avez sur cette première diapositive un extrait de la table des matières du tome 3, où on traite à la fois de la canne à sucre et du riz, sachant que c'est uniquement les 2 premières communications sur le riz qui sont présentées ici. Ce qu'on peut déjà lire sur la canne à sucre, parce qu'on va en reparler tout à l'heure parmi les cultures dites vivrières, c'est que elle est localisée dans ce qu'on appelait les anciennes colonies, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, et qu'on parle déjà de possibilités de la culture de la canne à sucre à Madagascar. Donc on va le voir plus tard. En bas, vous avez un peu plus loin dans l'exposé, vous avez des liens qui donnent accès au texte intégral de ces documents. Et donc, le début des liens, c'est toujours numba.cirad. Donc, Numba, c'est la bibliothèque numérique du CIRAD en agronomie tropicale, qui elle-même fait partie de l'ensemble Gallica, qui est développé par la Bibliothèque nationale de France. Voilà pour la première diapositive. Alors, la deuxième diapositive explique ce que c'est que ce programme de mise en valeur des colonies françaises. C'est un programme qui a été exposé en 2 temps et sur 2 supports. La première fois, c'était en avril 1921. Albert Sarraut était à cette époque-là ministre des colonies et il a présenté au nom du président de la République un projet de loi, pardon, puisque ça venait du gouvernement, un projet de loi, je cite, portant fixation d'un programme général de mise en valeur des colonies françaises. Vous avez sur la diapo une reproduction de ce projet de loi, dont nous avons un exemplaire à la bibliothèque historique du CIRAD. On le verra un peu plus tard, le projet de loi n'a pas été adopté, mais Monsieur Sarraut, qui était encore ministre des colonies en 23, a publié cette année-là un ouvrage s'appelant La mise en valeur des colonies françaises, qui était beaucoup plus volumineux, 656 pages, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus clair dans sa présentation, et qui est un document aussi de référence. Alors, d'abord, qui était ce monsieur Albert Sarraut, qui était le porteur du projet et l'auteur de l'ouvrage? Albert Sarraut, donc né en 1872, décédé en 62. Donc, vous avez ici une reproduction du portrait qui vient de l'agence Roll en 1921, donc au moment de la présentation du projet de loi. Donc, Albert Sarraut était un homme politique qui a eu une carrière assez importante, qui a eu des mandats de député, qui a eu des fonctions ministérielles. Il a été plusieurs fois ministre des colonies, il a été président du Conseil. Et puis dans les colonies, il a été 2 fois gouverneur général de l'Indochine, ce qui lui a apporté une expérience extrêmement importante en matière de gestion des colonies françaises. À noter qu'en 1921 comme en 1923, les 2 dates avancées plus haut, il était ministre des colonies. Alors, son programme et son livre est articulé en 2 parties. Le premier, c'est ce qu'il a appelé l'inventaire avant-programme, dans lequel il expose les raisons et les conditions de la mise en valeur. Et le deuxième, c'est le programme en lui-même. Les points saillants qu'on peut avancer, c'est d'abord qu'il insiste sur l'importance des colonies dans le relèvement de la France. Donc, nous sommes juste après la Première Guerre mondiale. Et il insiste sur l'importance des colonies dans le commerce français, importance qui doit encore s'accroître. Il fait une liste dans son inventaire, il fait une liste des principales matières premières qui viennent des colonies et il explique qu'elles sont énoncées dans l'ordre d'importance que leur assignent les dernières statistiques en matière de commerce extérieur, c'est-à-dire que les premiers, on va les voir dans la diapo suivante, les premières qui apparaissent, ce sont celles pour lesquelles le déficit commercial de la France est le plus important, et ensuite ça va décroissant. Alors, quelles étaient ces 25 matières premières qui sont exposées par Albert Sarraut? Donc, il y en a 25. Dans la diapo, vous pouvez voir en gras et en couleur les plantes alimentaires, pardon, les cultures végétales alimentaires. Donc, les premières, c'est les céréales, le café, etc., etc. Sachant que dans
Dans l'exposé général, on a les produits d'origine minérale, par exemple la houille en première position, métaux et minerais divers en neuvième position, et puis on a des productions végétales non alimentaires, par exemple le coton, soie et bourre de soie, et on a aussi des productions animales comme les laines. Non alimentaires, pareil. On va en reparler, mais vous avez déjà sur cette diapo un extrait de la table des matières d'un document qui s'appelle Plantes utiles des pays chauds, qui a été écrit par Émile Prudhomme, ingénieur agronome, ancien directeur de l'agriculture à Madagascar jusqu'en 1905 et directeur de Jardin colonial et de l'Institut national d'agronomie coloniale de 1909 jusqu'à 1939. Donc, ce livre, Plantes utiles des pays chauds, est destiné aux scolaires et il explique à chaque fois en 3 ou 4 pages avec des photos qu'est-ce que c'est que les différentes plantes végétales. Et on voit qu'à la différence de Albert Sarraut, il fait en 2 blocs. Le premier, c'est uniquement les plantes, les productions végétales à vocation alimentaire. Donc, ça va jusqu'à l'huile de palme et le palmiste. Et puis ensuite, on passe aux productions végétales non alimentaires, dont il n'y a pas ici l'exhaustivité, mais qui commence par l'huile de sein, l'huile de ricin, ensuite le coton, etc., etc. Donc, première partie, c'était cette forme d'inventaire. Et la deuxième partie, c'est la fixation du programme général de mise en valeur. Il n'y a pas dans les diapos qui suivent de reproduction du plan. Ce qui est important de savoir, c'est que ce programme, il est présenté par colonie ou par ensemble de colonies, d'une part, et ensuite à l'intérieur de chaque colonie ou ensemble de colonies, par rubrique. Alors, les rubriques, c'est des rubriques qui touchent beaucoup aux infrastructures, notamment aux infrastructures de transport, et aussi à l'assistance médicale et à l'enseignement. Pourquoi l'assistance médicale et l'enseignement? Eh bien, c'est et d'ailleurs c'est écrit de manière relativement claire, pour contribuer à la bonne santé des populations. Ceci pour qu'elles puissent être des forces de production, aider à la production de manière correcte et pour qu'elles ne soient pas affaiblies sur le plan alimentaire. Il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est que dans les colonies ou ensemble de colonies pour lesquelles est fixé un programme de mise en valeur, sont absents les 3 pays d'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui sont respectivement des départements et des protectorats. Par contre, il y a le Togo et le Cameroun, qui sont des territoires sous mandat depuis l'après-Première Guerre mondiale et qui ne sont pas des colonies à proprement parler. Alors, dans la suite de cet exposé, nous allons parler de l'évolution de ces fameuses productions alimentaires et de leurs mouvements commerciaux dans les années 1920. Alors, pourquoi est-ce qu'on va uniquement traiter des années 1920? Déjà, c'est la décennie de présentation du programme de mise en valeur. Et puis, deuxièmement, à partir des années 1930, la crise économique mondiale commence à toucher la France et les colonies à partir des années 1930-1931. C'est à cette date que les cours des productions notamment alimentaires, vont s'effondrer. Et c'est une période pendant laquelle la France va favoriser les productions coloniales en les achetant bien au-dessus de leur cours international. Et donc, on va être dans une période de protectionnisme du point de vue de ce qu'on appelait la Grande France, c'est-à-dire la France métropolitaine et les colonies françaises. On a choisi de s'intéresser à 3 productions alimentaires qui sont pour l'alimentation de tout le monde, hein, qui sont pas forcément des productions alimentaires dites de rente ou d'exportation. D'abord, les sucres et rhums. Alors, pourquoi les rhums avec les sucres? Ça peut paraître un petit peu provocateur. Ça ne l'est pas, pour 2 raisons. D'abord parce que dans le projet d'Albert Sarraut, il y a une rubrique qui concerne les sucres de canne en l'occurrence, et d'autre part les rhums, je dis bien les rhums au pluriel. Et d'autre part, dans le document Plantes utiles des pays chauds d'Émile Prudhomme, dans la présentation des plantes utiles, les sucres et les rhums sont présentés dans le même chapitre.
J'insiste sur la comparaison avec le livre d'Émile Prudhomme parce qu'on va voir que les deux auteurs se sont beaucoup inspirés l'un de l'autre mutuellement dans ce qu'ils écrivent. Alors, en ce qui concerne les sucres et les rhums, pour résumer assez vite, ce qui est demandé par Albert Sarraut, c'est, pour ce qui concerne les sucres, il est demandé aux colonies de fournir du sucre de canne pour pallier aux destructions de champs de betteraves à sucre en France métropolitaine suite à la Première Guerre mondiale. En ce qui concerne les Roms, ça paraît un petit peu presque superflu parce que l'exportation de Rhum des colonies n'a jamais cessé d'augmenter. Les résultats, c'est que l'augmentation de sucre va augmenter d'une manière relativement modérée. Deuxième produit vivrier, on va dire, c'est le manioc et le tapioca. Alors, c'est un produit vivrier pour les colonies, mais c'est un produit aussi d'exportation vers la France métropolitaine. Il y a le manioc séché et il y a aussi le tapioca, qui est un produit transformé à partir du manioc. Ce qui est demandé là aussi au manioc et au tapioca, c'est d'aider la France métropolitaine pour pallier les difficultés qui sont consécutives à la Première Guerre mondiale, et en particulier d'aider à augmenter la consommation de fécule par les personnes de la métropole. L'augmentation de manioc va augmenter de manière assez importante à Madagascar. Madagascar, colonie pour laquelle il était déjà pressenti qu'elle avait un fort potentiel pour permettre d'augmenter la production de manioc et de tapioca. Troisième production dite vivrière, c'est le riz, bien sûr. Le riz, alors d'abord, c'est en deuxième position sur la diapositive, mais en 1925, il y a un périodique qui s'appelle Riz et Riziculture qui va être lancé et qui va continuer pendant des dizaines d'années. Après la Deuxième Guerre mondiale aussi, qui va prendre différents titres, mais qui va être un périodique qui va permettre de publier toutes les recherches qui sont faites en matière d'amélioration de la culture du riz et de la transformation du riz. Donc, Sarraut, en 1921, explique que la Cochinchine, donc, qui est le sud de l'actuel Vietnam, était le deuxième exportateur mondial après la Birmanie, ce qui était quand même considérable. Et donc, Sarraut, et c'est donc ce qu'on retrouve dans un petit peu, c'est le discours ambiant, c'est-à-dire que Sarraut déplore que les importations de la France métropolitaine en provenance des colonies aient diminué depuis le début de la Première Guerre mondiale. Et donc, Sarraut appelle à faire revenir au moins à son niveau d'avant la guerre les importations de riz de France métropolitaine en provenance des colonies et en particulier de Cochinchine. Et il insiste aussi, et c'est un discours ambiant à l'époque, il insiste sur le fait que le riz peut être aussi utilisé comme céréale pour la panification avec le froment, par exemple. Bon, les données des buts de Prud'homme sont assez intéressantes, on pourra les lire plus en détail, mais dans le document source, le niveau de la production de riz n'a pas considérablement augmenté, mais en tout cas, la part de la production indo-chinoise dans la consommation métropolitaine a retrouvé à peu près sa part d'avant la Première Guerre mondiale. Alors, avant de passer à donner des compléments d'information en matière sur les cultures qui ne sont plus des cultures vivrières, mais plutôt des cultures de rente, donc ouvertement d'exportation. Deux diapos pour faire un petit rappel. D'autre part, il faut avoir ça à l'esprit, c'est extrêmement important, c'est que la France métropolitaine exporte aussi, et même plus, vers ses colonies. Elle exporte plus qu'elle n'importe. Et ça, c'est visible dans ce tableau que vous avez là. Le commerce de la France avec ses colonies en 1930 et en 1931, c'est présenté dans le bulletin économique de l'Afrique occidentale française. Et donc, quand on regarde les chiffres, on a toujours un
un bénéfice commercial en faveur de la métropole et donc en défaveur des colonies françaises. Deuxième diapo, pour garder à l'esprit quelque chose d'important en matière de commerce des colonies françaises, c'est que les colonies françaises exportent aussi directement vers l'étranger et vers les autres colonies. C'est ce qu'on voit dans cette diapo où, en matière de ressources, de production animale, il y a des exportations vers les autres colonies françaises, par exemple la Réunion, et puis il y a aussi vers d'autres colonies ou pays étrangers comme Zanzibar. Avant de passer aux exportations de production de rente, on a ici trois photos qui représentent donc les trois produits que nous avons abordés. La canne à sucre à gauche, au milieu le manioc et à droite le riz. Donc ce sont des photos qui sont extraites du livre Agriculture pratique des pays chauds d'Émile Prudhomme. On les a choisis donc parce que c'était les cultures alimentaires qu'on a voulu présenter, et puis aussi parce qu'on voit des situations un petit peu différentes. À gauche, on a un paysan indo-chinois qui est en train de porter des cannes à sucre. Au milieu, on a en bas des hommes qui sont à Madagascar, qui ont sorti les racines du manioc et qui veulent montrer l'importance de la racine, donc de la tubercule qui va être mangée. Et puis à droite, on a une vision, on a une photo de rib et sur le plan anatomique et donc pédagogique. Pour finir, donc deux diapositives de rappel et puis surtout de renvoi à des références pour ceux que ça intéresse sur les principales exportations coloniales dans l'entre-deux-guerres de 1913 à 1929. Alors ça, c'est un tableau qui est extrêmement éclairant, qui a été présenté par Émile Prudhomme en 1933. 1933, donc c'est 2 ans après l'exposition coloniale internationale de Paris-Vincennes de 1931. Et donc, dans ce tableau, on peut repérer quelles ont été les cultures végétales qui ont été énormément développées pendant ces années 1920. Et quelles sont celles qui n'ont pas été beaucoup développées. Donc, sans surprise, on va retrouver comme culture d'exportation qui sont énormément développées, l'arachide, notamment au Sénégal, le palmier à huile, notamment en Côte d'Ivoire et au Dahomey, actuel Bénin. Et puis excusez-moi, et puis le café et le cacao. Voilà, la dernière diapositive, c'est un tableau qui avait été fait, un gros tableau de récapitulatif qui avait été fait par Monsieur Chalot, qui était le chef du service d'information du Jardin colonial de Nogent-sur-Marne. Il avait récapitulé toutes les productions d'origine animale, là c'est celle qu'on a sur la diapo, mais aussi d'origine végétale et d'origine minérale, avec une répartition des productions par colonie. Et donc, ça permet de voir comment telle ou telle colonie s'est spécialisée dans telle ou telle production. Donc, on a parlé de l'arachide, par exemple, pour le Sénégal, qui est l'exemple le plus classique. Alors, évidemment, cette spécialisation ne s'est pas faite forcément à l'initiative des colonies, mais bien sûr, elle s'est faite à la demande de la puissance impériale, en l'occurrence la France métropolitaine. Il y a quand même, parmi les choses à examiner, effectivement, il y a des pays qui se sont énormément spécialisés, donc surtout en Afrique de l'Ouest, et puis il y a des pays qui ont réussi à maintenir une forme d'équilibre dans la diversité de leur production. C'est le cas de Madagascar. Ça, c'est un cas qui est vraiment très intéressant, qui se détache un petit peu des autres parce qu'il y a beaucoup de productions qui ont été développées. Donc, on a parlé du sucre, on peut parler évidemment des productions animales. Et il y a eu toujours cette diversification et avec quand même une augmentation de plusieurs productions sans spécialisation à outrance. Ceci du fait probablement de la position insulaire de Madagascar, mais aussi de la variété de ses climats et de ses milieux. En bas, vous avez le lien qui renvoie vers ce tableau récapitulatif qui est extrêmement riche d'enseignements et qui se développe,
qui est exposé sur à peu près une demi-douzaine de doubles pages. Je vous remercie de votre attention.